Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et amis auditeurs, merci beaucoup d'avoir décidé d'être en notre compagnie. Recevez nos salutations les plus chaleureuses et nos remerciements les plus appuyés parce que vous avez décidé d'être en notre compagnie sur ce programme, sur cette chaîne qui s'appelle, il faut le rappeler, La Belle Radio et Télévision. Et il ne faut pas oublier que nous sommes la chaîne panafricaine internationale et nous émettons à partir de Libreville, capitale du Gabon, et nous touchons le monde entier. Voilà, j'allais dire l'Afrique d'abord, mais ensuite le monde entier, et merci beaucoup de nous suivre d'un peu partout. Nous sommes à ce programme avec ce qu'on appelle des chroniqueuses normalement, mais à savoir chauffer, on les appelle des Georgettes. Sur ce plateau, elle est en train déjà de me faire son charme, de me sourire. C'est bien de sourire. Zita, bonjour. Bonjour Georges. Comment ça va? Ça va très bien. Et comment a été la semaine? Moi, ça va. Très bien. La semaine a été très bien. Toujours très bien. C'est très bien passé. Alors, qu'est-ce qui a marqué cette semaine? Bon, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est un fait un peu tragique. Tragique? Oui. D'ailleurs, on va parler de ça dans l'émission. C'est la mort... du Nord-Américain qui a été tué par... Oui, il s'appelle George Floyd. Exactement. À Minneapolis, aux États-Unis. Ça vous a marqué? Oui. Dans le sens négatif, alors? Oui. Ok, c'est bien noté. Et on va en parler, et préparez-vous à en parler si vous nous suivez de partout où vous êtes, hein, que ce soit de Libreville, d'un village ou d'une autre ville du Gabon, ou d'un village ou d'une autre ville d'un pays ici en Afrique. Tout à l'heure, le numéro va s'afficher. Alors, on va retrouver aussi maintenant Axel, une autre Georgette. Bonjour Axel. Bonjour tout le monde. Bonjour Axel. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Très bien. Et comment s'est passée cette semaine? Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Qui s'achève? Ça s'est très bien passé. Quel est le temps fort? Quel est l'élément le plus important qui a marqué votre semaine, Axel? Ma semaine a également été marquée par des décès. Par des décès? Oui. Décès de qui? Des gens proches. Je vous présente mes condoléances les plus attristées. Et puis maintenant, permettez qu'on retrouve de l'autre côté, à l'autre bout de la ville, Marisa. Marisa, bonjour. Oui, Georges. Comment que ça va? Je vais très bien, Georges. Ah oui, ça se sent dans la tonalité la tonicité de cette voix. C'est très bien. Et vous allez très bien. Pardon? Et comment s'est passée la semaine? La semaine s'est passée plutôt bien dans la routine. Maintenant, c'est la maison, le ménage, la lecture, quelquefois la télé, et puis voilà. Mais la lecture, c'est très important. C'est très important, la lecture. Vous avez lu quoi de très important cette semaine? Nous sommes curieux, hein? En ce moment, je suis sur un livre de management qui s'appelle « Manager un projet avec succès ». Donc, c'est là-dessus que je suis en ce moment. C'est très bien. C'est très bien de lire. Bon, alors, le décor est planté. On va retrouver tout à l'heure Carole. Carole qui est à Yaoundé, au Cameroun. Et ça nous fait un plateau vraiment qui se déploie. Et petit à petit, ça va chauffer, va se déployer sur toute l'Afrique. Hein. On aura donc des intervenants et des intervenantes ici à partir de la Belle, mais aussi à partir d'un autre le son point. n'est pas bon chez moi. Hein. D'accord, il va s'arranger tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire, Marisa, que nous allons nous déployer dans Libreville, dans le Gabon, mais aussi sur toute l'Afrique, n'est-ce pas? Parce que nous sommes déjà au Cameroun, nous sommes déjà au Sénégal, et ça va aller comme ça. Ça va chauffer, ce sera comme ça, n'est-ce pas? Exactement. Ok, quel est le pays que vous souhaitez avoir encore? On a le Sénégal, on a le Cameroun, on aura bientôt la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on ait tous les pays africains. Tous les pays africains. Ah, ça va faire un programme lourd. On aura le Ghana bientôt parce que nous avons quelqu'un qui était passé ici à La Belle, qui a décidé d'intervenir également. Donc, ça va faire un plateau déployé sur toute l'Afrique. Bon, trêve de commentaires. Nous sommes pendant le week-end de la Pentecôte.
le week-end de la Pentecôte. Mais c'est quoi la Pentecôte? Le dimanche 31 mai et le lundi 1er juin 2020 sont des jours spéciaux pour les chrétiens, car ceux-ci sont le dimanche et le lundi de Pentecôte. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-Christ. La Pentecôte est célébrée le 7e dimanche après le dimanche de Pâques. Elle tombe toujours un dimanche entre le 10 mai et le 13 juin. Elle se poursuit le lendemain dans certains pays par un lundi férié ou chômé, dit lundi de Pentecôte. L'Église considère la Pentecôte comme le point de départ de sa mission publique dans le monde. La Pentecôte est la réalisation de la promesse du Christ aux apôtres au moment de son ascension, 10 jours plus tôt. Merci beaucoup Axel, nous avons besoin de tout savoir, hein. C'est comme ça, même si on ne fait pas une grande célébration, eh bien on a besoin de tout savoir. C'est quoi le Ramadan, c'est quoi la fête de Pentecôte, et c'est comme ça, ça va chauffer, nous apprenons certaines choses, nous révisons nos connaissances et nous engageons des débats. Mais arrosons déjà la Pentecôte avec de la très bonne musique. Nous allons en RDC, en République démocratique du Congo, avec une chanteuse très bien connue qui fait le plaisir et la joie de tous les chrétiens à travers l'Afrique. Elle s'appelle Dena Moana et naturellement, c'est le Saint-Esprit que nous avons choisi pour vous. Très bien. Dena Moana, je crois que ça vous a fait plaisir, que vous soyez chrétien ou pas. En tout cas, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est descendu, c'est ça. Hein? Oui. Et nous sommes donc pendant ce week-end de la Pentecôte. Zita, vous n'avez pas fermé les yeux pendant que ce morceau passait, hein, mais je vous ai vu en train de le savourer avec beaucoup de plaisir. Oui. Parce que la semaine, le jour de la Pentecôte est très important pour les chrétiens, pour la simple raison que c'est le jour, c'est ce que Jésus-Christ nous a promis en allant au ciel, qu'il ne va pas nous laisser seuls, il va nous envoyer un consolateur qui est le Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit s'empare de vous, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Saint-Esprit Ça arrive, non? Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive que le Saint-Esprit s'empare de votre esprit, de votre corps. C'est que vous recevez beaucoup de choses. Ça dépend de tout un chacun. Comme disent les chrétiens, vous recevez des grâces. Voilà. Ceux qui reçoivent des grâces, ceux qui reçoivent des révélations. Il y a ceux qui reçoivent la guérison. Il y a autant de choses, en fait. Bien. Axel, le Saint-Esprit, ça vous met dans quel état? J'allais dire dans quel état d'esprit? Un état de paix en fait. De? Paix et amour. Paix et amour, ça veut dire quoi? Parce que c'est en fait, le Saint-Esprit représente Dieu et il y a le Saint-Esprit en fait, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie. Bien. Alors, c'est vous qui avez commenté le premier sujet de cette émission, la Pentecôte. Maintenant, le deuxième, c'est également vous. Et on va parler d'un sujet qui fâche. Hein? Le Saint-Esprit, c'est bien, ça fait du bien, mais des fois, les réalités sont dures. Et dans les réalités modernes d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la sécurité routière. Samedi dernier, à Abidjan, s'est produit un accident qui a endeuillé toute une famille, trois membres d'une même famille décédés, et ça a soulevé une sorte de tollé. Axel nous fait déjà son commentaire. Un accident de la circulation samedi 23 mai dernier a défrayé la chronique en Côte d'Ivoire et secoué toute la toile. 3 membres d'une même famille ont été tués sur le coup. Un véhicule roulant à vive allure et ayant mal négocié un des nombreux virages de la voie s'est retrouvé pris dans un tonneau qui a percuté de plein fouet et fauché les 3 membres de la famille Kofi qui faisaient du jogging en bordure de route. À bord du véhicule se trouvaient 4 jeunes gens revenant visiblement d'une virée nocturne bien arrosée. Fait aggravant, le conducteur du véhicule fou n'était pas titulaire du permis de conduire. Cet accident soulève encore une fois le problème de la sécurité routière en Côte d'Ivoire et en Afrique.
Partout, des chauffards en état d'ébriété ou sous-excitants circulent dangereusement et au quotidien sur les routes, causant à tous les coups une grande désolation. La sécurité routière, c'est entre autres l'Organisation générale des transports qui prend en compte notamment la délivrance du permis de conduire et les contrôles des forces de l'ordre. C'est aussi l'état des routes et des véhicules, c'est encore le comportement des conducteurs. Selon vous, quelles dispositions faut-il prendre pour réduire le nombre d'accidents mortels sur nos routes? Notre téléphone vous est ouvert au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon et au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon. À vous la parole. Mesdames et messieurs, vous avez la parole. Avec ce genre de situation, on passe par tous les états. On a le cœur qui coince, on a l'esprit qui coince également. On est fâché, on est révolté de voir que ce genre de situation, eh bien, ça se produit pratiquement chaque jour, tout près de nous ou dans une ville pas loin. Nous vous demandons d'intervenir parce que c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui touche tout le monde, c'est un sujet qui concerne tout le monde, qu'on soit autorité ou simple citoyen. La sécurité routière, eh bien, endeuille trop de familles dans nos pays. Et cet accident du week-end dernier à Abidjan est un accident de trop. Pas seulement parce que, eh bien, cet accident a emporté une grande professeure en médecine, pas parce que cet accident a emporté un grand directeur général et leur enfant, mais ce sont des vies humaines qui sont arrachées de cette façon à cause de la bêtise, ça il faut le dire, de la bêtise de chauffards, mais aussi du laisser-faire parfois des autorités. Notre téléphone, il est ouvert, il a été, les numéros ont été annoncés. Si vous êtes au Gabon, vous faites le 074 55 11 02, ou si vous êtes en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 55 11 02, et puis vous nous donnez votre sentiment. On veut surtout savoir comment vous pensez que l'on peut régler cette question préoccupante de la sécurité routière et des accidents dans nos pays. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a vu, de ce qu'a commenté Axel? C'est vraiment, c'est triste ce qui est arrivé à cette famille-là, toute une famille qui s'en va à cause de l'irresponsabilité de certaines personnes. Malheureusement, c'est une situation qu'on vit un peu partout en Afrique. Parce que je crois que la question de la sécurité routière n'est pas vraiment très prise en compte par nos autorités, y compris nous-mêmes. Parce que le problème, c'est pas seulement les autorités, c'est aussi nous-mêmes. Nous, en tant qu'êtres humains, lorsque tu prends le volant étant en état d'ébriété, et sachant que non seulement tu mets ta propre vie en danger, mais tu mets également celle des autres en danger. Donc, en ce qui me concerne, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer en tout cas améliorer cette situation? Moi, je pense que les autorités doivent vraiment réfléchir sur cette affaire qui endeuille des millions de familles en Afrique chaque année. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut vraiment qu'il y ait un suivi. Lorsqu'on délivre un permis de conduire à un individu, il faut qu'il y ait un suivi derrière. Alors dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui n'avait même pas le permis de conduire. En fait, voilà pourquoi je parle d'irresponsabilité, voilà pourquoi je parle de tort partagé. Parce que en ce moment-là, c'est pas l'État, c'est pas l'État qui est responsable, mais l'État est également responsable parce que il y a dans la ville, dans nos villes par exemple, on ne met pas vraiment en compte par exemple les panneaux de signalisation et tout le reste, et comme ça se passe un peu partout ailleurs.
À propos des panneaux de signalisation, eh bien, vous savez, nous sommes ici à Libreville, nous sommes dans le nord de la capitale. Je vais vous dire où nous sommes situés, pas loin du stade de l'Amitié. Et il y a par exemple un grand carrefour, le carrefour Heliconia. De ce carrefour Heliconia à par exemple ce qu'on appelle le carrefour Avorbam. Cela fait peut-être facilement 2 kilomètres. Aucun panneau. Et ça, c'est pas normal. Une belle petite route, mais aucun panneau. Axel, quel est votre sentiment sur cette question? En fait, c'est triste et ce que je trouve encore plus triste, c'est que j'ai lu dans l'article la sentence, elle va jusqu'à 7 ans en fait, 7 ans de prison pour homicide involontaire en Côte d'Ivoire. Pour moi, la peine, elle est vraiment trop minime en fait, trop petite pour un tel acte en fait. Et ce genre de peine, ça ne peut pas casser des récidives. Pardon? Je dis que vous trouvez que la peine, elle n'est pas forte, elle n'est pas grande. Et elle n'est vraiment pas suffisante. 7 ans, c'est trop peu. 3 personnes qui perdent la vie comme ça parce que quelqu'un, non seulement prend le volant sans avoir un permis de conduire, mais en plus en état d'ébriété, 7 ans, c'est trop peu. Bien. Et je pense que c'est aussi une manière d'encourager en fait les personnes de continuer à agir comme ça parce que 7 ans, c'est la peine maximale. Alors, ils peuvent sortir avec 1 an. Donc il faut sévir durement. Il faut que les peines soient beaucoup plus sévères. Exactement. Marisa, il faut dire que le garçon qui était au volant de ce véhicule, eh bien, n'avait pas le permis de conduire. Mais ce n'était pas tout. Il faut dire qu'ils ont, tous les occupants de ce véhicule se connaissent bien, c'est des jeunes gens, et ils ont subtilisé le véhicule à leurs parents. Donc, ils ont sorti ce véhicule du garage de leurs parents et puis ils sont allés faire la fête toute la nuit et le matin, ils sont venus faucher 3 personnes. Est-ce que la responsabilité de la famille, des parents n'est pas en cause? Marisa? Georges, oui, Georges. Alors, pour moi, de ce qui est de mettre en cause la responsabilité des parents, non, je ne pense pas. Parce qu'en général, on a tous été enfants. Oui, et on sait que les enfants... Pendant une nuit, votre véhicule sort, vous n'êtes pas au courant? Bien sûr, Georges. Les enfants, ils sont capables de tout. Plus il y a des nouvelles méthodes pour les contrôler, plus eux aussi, ils évoluent dans les manières de contourner les règles des parents. Moi-même, j'ai été jeune, j'ai eu des frères qui ont pris le véhicule de mes parents tard dans la nuit sans que personne ne s'en rende compte et qui sont venus le matin remettre la voiture sans que personne ne s'en rende compte. Là, tout s'était bien passé, donc on n'avait pas su. Et vos frères, ils avaient le permis de conduire? Bien sûr que non, c'est ce que je suis en train de dire. Que là, on ne peut pas remettre en cause la responsabilité des parents parce que les parents, ils sont dans leur maison, dans leur chambre en train de dormir, c'est la nuit. Ils sont loin de s'imaginer ce qui se passe dans la cour. Ils sont loin de s'imaginer que les enfants ont déjà pris la voiture pour sortir parce qu'en général, ces jeunes poussent la voiture hors du portail sans la démarrer et c'est arrivé à une bonne distance qu'ils démarrent la voiture. Donc non, je suis désolée, mais la responsabilité des parents n'est pas mise en cause. Je vais insister sur la responsabilité des parents. Les parents, que ce soit de jour ou de nuit, ils doivent rester vigilants. Et ce genre d'accident, c'est pas le premier. Chaque parent a dû entendre parler justement de ce genre d'accident. Chaque parent a dû savoir que depuis un certain temps, les enfants, quand ils atteignent l'adolescence ou quand ils sont jeunes, eh bien, ils peuvent subtiliser le véhicule qui est dans le garage. Alors donc, quand c'est comme ça, on est un peu vigilant, non? D'accord, Georges. Ok, on est vigilant, mais qu'est-ce qu'on fera? On va faire la sentinelle toute la nuit pour vérifier que les enfants n'ont pas pris la voiture? Non, je ne pense pas. Je pense que les parents, ils ont peut-être en laissant la clé à la portée des enfants, là, ça a été leur erreur, mais encore que là, on ne sait pas exactement. Parce que moi, je sais où il y a les clés des voitures de mes parents. Ce n'est pas laissé à la volée, mais je sais où elles se trouvent. Mes petits frères savent où les clés de la voiture se trouvent. Donc, personne ne leur a donné la permission de le faire. Et je doute qu'un parent conscient qui aime son enfant accepterait cela parce que même pour la vie de l'enfant, c'est un danger. Donc, moi, je ne pense pas que la responsabilité des parents est remise en cause dans cet accident. Peut-être du point de vue légal, si les enfants sont mineurs, les parents devront
s'ils avaient causé un accident dans lequel une autre voiture avait été endommagée, les parents auraient pris la responsabilité de la réparation. Mais là, on parle de perte en vie humaine. Donc, bien, les parents Marisa, ne peuvent rien faire. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. Donc, vous estimez que la responsabilité des parents n'est pas engagée. Parlons maintenant de la conduite. Non, dans ce cas précis, non. Dans ce cas précis. Parlons maintenant, Zita, de la conduite en état d'ivresse. Qu'est-ce qui est fait pour casser justement cette vilaine manie qu'ont de nombreux conducteurs dans nos pays? Bon, justement, à ce niveau, moi je peux dire que rien n'est fait. Rien. Il n'y a pas d'alcotest. Bon, je n'ai jamais été, je n'ai jamais vu en fait. Vous n'avez jamais vu l'alcotest? Non. Oui, mais vous avez raison. Justement parce que dans nos pays, ça n'existe pratiquement pas. Oui, ça n'existe pratiquement pas. Parce que, comment dirais-je, en ce qui concerne la consommation d'alcool des adolescents ou des préadultes, vraiment rien n'est fait pour contrôler cela dans nos différents pays. Moi, ici... Donc, vous allez quelque part, oui, vous buvez au maximum et puis vous prenez votre volant, il y a des endroits où tu arrives, ce phénomène est un peu fréquent ici à Libreville. Il y a des endroits où tu arrives, tu trouves des jeunes en train de consommer de l'alcool. C'est pas seulement des jeunes, il y a des adultes. Oui, aussi. Mais toutes sortes d'adultes. Moi, je parle par exemple en ce qui concerne les jeunes. Mais dans ce bar-là, la gérante ou la tenancière du bar, elle n'a pas de problème. Elle veut faire son chiffre. Elle veut juste faire son chiffre d'affaires. Elle s'en fout qu'il y ait des enfants de 15 ans, des enfants de 16 ans qui consomment de l'alcool. Il y a même, voire certains qui sont souvent en tenue en période de classe, mais ça ne lui dit rien. Mais que fait les autorités? C'est vrai que les autorités aussi à ce niveau essayent souvent, par exemple, en envoyant des policiers dans les bars, mais moi je trouve que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Axel, la question de la conduite en état d'ivresse, c'est un fléau, c'est un problème. On a vu ce que ça a donné. Exactement, c'est vraiment un fléau. Et en plus, le conducteur conduisait à vive allure. Parce que s'il conduisait plus lentement, je pense que le choc aurait été moindre en fait. On dit que la vitesse est un facteur aggravant. Exactement. Donc quand on a bu, on a envie de défoncer tout, d'aller dans le ciel, de revenir, de percer la terre. Et malheureusement, on tue des gens. En fait, c'était une course-poursuite. La voiture, les jeunes étaient dans une Hyundai, ils poursuivaient... un autre jeune qui était dans une Mercedes. Et donc, chacun accélérait comme il voulait. Et ça donnait ce que ça a donné. Et donc, étant donné qu'il était sous, non seulement il était à vive allure, c'était difficile certainement de freiner, et il était sous, encore plus difficile de reprendre ses esprits. Donc, et quand on a bu, il fallait s'attendre à un accident. Quand on a bu, plus on va vite et plus on a envie d'aller vite parce qu'on ne sent plus rien. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que vous pouvez participer à ce débat sur la sécurité routière. Nous avons abordé la question de la responsabilité des familles. Nous sommes en train de parler de la conduite en état d'ivresse et du facteur aggravant qu'est la vitesse. Marisa, c'est un problème ici à Libreville. Beaucoup de gens conduisent en état d'ivresse. Marisa? Oui, Georges. Oui. La conduite en état d'ivresse est un véritable problème à Libreville et au Gabon parce que déjà, il faut partir du principe qu'une grande majorité d'Africains se considèrent intouchables en fait. Pour eux, le fait de boire ou le fait d'être en état d'ivresse ne constitue pas un problème à la conduite en fait. Ils sont même pas conscients qu'ils sont déjà dans un état second. C'est justement à partir de là, c'est parce que les gens se disent que même si je bois, je suis toujours lucide. Et ça, c'est déplorable, mais c'est comme ça que la majorité des Africains fonctionnent. Même si je bois, je suis lucide. Marisa, je peux vous donner une information? Je peux vous donner l'information, Marisa. En matière de consommation d'alcool en Afrique, le premier c'est le Gabon est parmi les premiers. Le premier c'est le Cameroun et le deuxième c'est le Gabon. C'est pas des rangs honorables. Moi, je le disais, le Gabon est parmi les premiers pays. Oui.
c'est déplorable qu'on soit parmi les premiers consommateurs d'alcool. Et bon, ça se répercute dans la vie au quotidien parce que, comme je disais, le problème de conduite en état d'ivresse est très fréquent au Gabon. Et comment on règle ça? Comment on doit régler ce problème, selon vous? Comment il faudrait régler le problème? C'est déjà c'est sur 2 phases. Au niveau d'une prise de conscience générale qui passera par la sensibilisation qui sera faite par des campagnes publicitaires, par des conférences, par des séminaires, que le gouvernement et le ministère des Transports et la sécurité et les dirigeants de la sécurité routière au Gabon pourraient organiser. Et maintenant, après la phase de sensibilisation, on pourrait mettre en place une phase de sanction. Et notamment, on pourrait prendre les personnes qui seraient sanctionnées sur la route elles-mêmes en mettant en place, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des alcotests, parce que depuis que je suis née en Afrique, je parle bien de l'Afrique, de tous les pays d'Afrique que j'ai visités, et spécifiquement du Gabon, je n'ai jamais vu, mais alors là, jamais d'alcotest. Et c'est encore plus grave parce que même quand les policiers interpellent les personnes qui sont en état quelque peu second, il suffit d'un petit sourire ou d'un petit billet glissé entre les doigts et c'est fini. La personne passe comme si de rien n'était. Quel que soit son état. Maintenant, quel que soit son état. Alors donc vous touchez. Ça concerne tous les problèmes. Là, on parle de sécurité routière. Je vais m'étendre un peu sur le sujet. On parlait de comment restreindre le fait de la conduite en état d'ivresse, mais vu qu'on parle de la sécurité routière, je vais m'étendre un peu. Un autre des problèmes majeurs, c'est que dans nos États africains, la corruption est au moins à 90% de l'administration. C'est ça. Vous avez touché tout à l'heure à un point. Vous avez parlé du racket des forces de l'ordre. Et ça, c'est aussi un fléau un peu partout. Comment on peut contrôler des conducteurs si le racket sévit autant? Effectivement, et surtout si on part du principe que le conducteur lui-même dans sa tête, il sait que bon, je peux ne pas être en règle, je peux ne pas avoir la visite technique, mon frein peut ne pas être parfait, les révisions de la voiture peuvent ne pas être faites, il me suffira de glisser un petit billet au policier qui sera en face de moi pour faire le contrôle et avancer comme si de rien n'était. Mais si on continue dans cette manière de fonctionner, c'est clair que la sécurité routière ne fera que croître. Je reviens à vous tout à l'heure, Marisa. Je pense qu'il faut une réelle prise de conscience de nos dirigeants, de l'administration et de sévir réellement pour que la population, elle soit obligée de prendre conscience. Absolument. Parce que les mauvaises habitudes, elles sont difficiles à enlever. Absolument. Zita, la question du racket, c'est quelque chose de difficile à gérer, mais qui a des conséquences terribles. Hein. Oui, exactement. La question du racket est vraiment une situation qui gangrène toute la société dans la majorité des pays africains. Par exemple, parce que le policier qui est en route, moi j'ai l'impression que ce qui l'intéresse, c'est de l'argent. C'est pas tant la sécurité du conducteur ni de l'usager qui l'intéresse. Parce qu'il y a des... Moi, je suis déjà montée dans un taxi où le taximan, comme on les appelle vulgairement, il a tous les papiers. Oui. Il a tout ce qu'il faut, il a la carte grise, le permis de conduire, la quittance de je ne sais plus trop quoi. Il a tout en tout cas. Et puis, en fait, ça avait énervé l'agent. Ah bon? Parce qu'il n'avait plus de raison. Attendez, Zita, nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous êtes... présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Tia. Oui. Et je m'appelle mes compléments. Vous allez parler un peu fort, s'il vous plaît. Nous avons besoin de bien vous entendre. Tia et j'appelle du premier complément. Voilà. OK. Alors, quel est votre avis sur la question? En fait, moi, je pense qu'on devrait donner des images qui choquent, en fait. Des images comme la vidéo où on voit des bras coupés, des mains gaspillées, des voitures broyées. Certainement, en fait, ça fera plus prendre conscience en voyant ça qu'en parlant. Pour décourager... Par exemple, il y a
il y a à l'entrée du pont Nomba, là, une affiche où ils ont assemblé des différents accidents où ils sortent des voitures de mer et tout ça. Moi, quand je vois ça, je prends plus conscience de la situation que si on me dit arrête de conduire en état d'ivresse, en fait. Donc, vous êtes pour qu'on percute les esprits avec des images choc. Bien. Exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous vous saluons avec beaucoup de chaleur. Restez en notre compagnie. Vous étiez en train de dire, Zita? Oui, j'étais en train de dire que le problème du racket dans nos différents pays est un vrai problème. Est un vrai problème. Et comment vous pensez qu'on peut le régler? C'est ça aujourd'hui, c'est ça les difficultés. Comment régler ce problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut, comme je vois par exemple dans les pays dits développés, il y a des services. Il y a des services qu'on met à l'intérieur des autres services pour pouvoir contrôler. Par exemple, la police des polices. Voilà, par exemple, la police des polices. Parce que lorsque ces personnes-là, le plus souvent, ne sont pas pris en flagrant délit, et lorsqu'ils ne sont pas pris en flagrant délit, l'État n'aura pas assez d'éléments pour pouvoir sévir cet élément-là qui continue à racketter les usagers. On a compris. Les taximans. Donc, il faut une police de police, il faut contrôler les forces de l'ordre. Voilà, ça c'est une proposition. Axel, à propos de racket, quel commentaire maintenant? Malheureusement, ce sont les transporteurs qui en sont les victimes. Oui, mais comment pensez-vous qu'on peut régler ce problème? Je pense qu'il faut qu'il y ait des peines de prison et des amendes, en fait. Bien. Alors, on va marquer un stop. Hein, c'est vraiment le cas de le dire. On va marquer un stop. Je le disais tout à l'heure, la rue qui passe devant chez nous, là, il n'y a aucun panneau et c'est pas normal. Une route doit pouvoir être lisible avec un certain nombre de panneaux. Un virage à droite, un virage à gauche, interdit de stationner, etc. C'est des choses qu'il faut avoir. Donc, c'est vrai qu'il y a des chauffards. C'est vrai qu'on se plaint du racket, mais il est vrai également que souvent, les pouvoirs publics ne font pas tout ce qu'il faut. Alors, la route, normalement, ça ne devrait pas tuer. Et permettez-nous de retrouver quelqu'un qui le chante, hein, qui dit que normalement, la route, ça ne devrait pas tuer. Il s'appelle Black Rogers. C'est un Camerounais. La route, normalement, ne devrait pas tuer autant, on va le dire. Et bon, c'est un débat qui est ouvert, vous pouvez le continuer. On n'a pas parlé de la délivrance du permis de conduire qui se fait dans des conditions scabreuses. Il faut avoir un peu d'argent. Des fois, il ne faut même pas se déplacer. On vous amène le permis de conduire à la maison. Il y a une foule de difficultés. Regardez des fois l'état des véhicules, l'état d'ivresse du conducteur. Il y a un peu trop de problèmes concernant la route dans nos différents pays. Je connais un monsieur qui était tranquillement au volant de sa voiture, au feu rouge, et puis arrive un autre qui grille d'abord le feu et qui le percute, qui le pousse à faire un tonneau. Et ça fait beaucoup de situations incongrues, difficiles à gérer, des accidents impossibles, aggravés des fois par la vitesse, et ça fait beaucoup. Il est temps que les pouvoirs publics se penchent sur la question. Il est temps que le pouvoir public, j'allais dire, prenne ses responsabilités parce que la route qui tue, c'est un véritable fléau. Trêve de commentaires, continuez le débat. Nous allons maintenant vous proposer de prendre un crayon avec un bout de papier pour noter les propositions d'événements que vous fait maintenant Marie-Paul Redombina dans son zigzag culturel. Ce 31 mai sera célébré à travers le monde la journée mondiale du tabac. Le tabagisme provoque la mort d'un adulte sur 10 sur la planète. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la deuxième cause de décès au niveau mondial. Toujours ce 31 mai, le pays arc-en-ciel célèbre ses 59 ans d'existence, une célébration sous fond de crise sanitaire. Comme bon nombre de pays dans le monde, l'Afrique du Sud est touchée par la pandémie du Covid-19. L'Afrique du Sud, qui est le pays africain le plus touché par cette pandémie.
D'une célébration à une autre, toujours sous fond de crise sanitaire, les chrétiens du monde célèbrent la Pentecôte ce 31 mai. Cette fête célèbre la venue de l'Esprit Saint. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu. Et puis peut-être pour nous faire oublier la Covid-19 en l'espace de quelques secondes, une autre célébration, c'est celle de l'amour d'une mère, bousculée cette année par la date de célébration de Pentecôte. Pour vous qui vous êtes trompé de date ou pour vous qui avez oublié, la fête des mères est célébrée cette année le 7 juin. Elle a traditionnellement lieu le dernier dimanche de mai, mais la célébration des mamans est en effet fixée cette fois au dimanche 7 juin 2020. Faute à la Pentecôte qui date mobile a pour autant toujours lieu un dimanche et correspond plus précisément au 7e dimanche après celui de Pâques. Cette année, le dimanche de Pentecôte prend donc la place de la fête des mères, traditionnellement célébrée le dernier dimanche du mois de mai. C'est tout pour ce rendez-vous culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain et surtout n'oubliez pas de respecter les gestes barrières pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Pas bien. Maman, Mariam, Joujou, Halala, Habal, Haribet. Mariam, Hello. Mama, Mariam, Joujou, Hala, Habal, Haribet. Alors c'est dur pour ce garçon. son répétiteur lui dit ceci, mais comme il est bègue, lui aussi, il ne fait que répéter. Mais j'ai été frappé par le fait que le président sud-africain n'arrive pas à porter son masque. C'est bizarre ça. C'est drôle en même temps. À propos de masque, comment vous faites, vous les femmes aujourd'hui, avec vos maquillages et tout ça, si c'est pour poser un masque, est-ce que ça vaut la peine de se maquiller encore? Bon, en ce qui me concerne, moi je pense que c'est pas, ça vaut pas la peine de se maquiller si après il faut mettre un masque. Mais par contre j'ai vu sur YouTube des maquilleuses qui proposent maintenant un maquillage. Vous posez d'abord le masque, après vous mettez le maquillage dessus. Moi je ne peux pas m'évertuer à faire ça parce que je trouve ça inutile en fait. Marisa, vous êtes là? J'ai une petite question pour vous, Marisa. Vous avez un très joli sourire, n'est-ce pas? Merci, Georges. Mais maintenant, on ne peut plus voir ce sourire. Comment est-ce que vous allez faire? On dit qu'il faut sourire avec les yeux maintenant. Comment est-ce que vous allez faire? C'est ce que je dis, on maquille le maximum les yeux, vu qu'on sait qu'il n'y a que cette partie-là qui est vue. Donc, tout le reste, on maquille beaucoup plus les yeux. Okay. Et puis voilà, on se contente de ça. Ok, on n'a pas trop le choix. D'accord, nous allons arrêter de sourire et prendre notre air le plus grave pour rappeler que la semaine dernière est parti un grand monsieur qui s'appelait Mori Kanté, un grand artiste africain. Il est parti, nous avons décidé aujourd'hui de lui rendre hommage à travers ce sujet que voici. C'est en plein pays mandingue, à Albadaria, un petit village du sud de la Guinée, que Mori Kanté voit le jour le 29 mars 1950. Issu d'une longue lignée de griots et de poètes, il est destiné tout naturellement à devenir Njali ou Njeli, terme mandingue signifiant griot. Élevé d'abord par sa mère, Mori est inscrit à l'école. À 7 ans, sa famille l'envoie à Bamako, capitale du Mali, chez sa tante Mamomba Kamisoko, une célèbre griotte. Jusqu'à l'âge de 15 ans, il est initié aux rituels traditionnels, au chant et au balafon. Il participe à de nombreuses fêtes familiales et à des cérémonies officielles au cours desquelles
il se forge une expérience solide de musicien et de chanteur. Fort d'une riche expérience traditionnelle, il quitte l'école et intègre en 1966 l'Institut des Arts de Bamako. Mais dès 1969, il cesse sa formation pour jouer dans différents orchestres où il se forge une première notoriété. Grand merci à Mori Kanté pour l'œuvre qu'il a accomplie. En tout cas, il faut dire que la Guinée, son pays, a décidé de lui rendre un grand hommage, un hommage définitif en baptisant désormais l'Institut national supérieur des arts, Institut national supérieur Mori Kanté. Et c'est comme ça qu'on fait. Et merci aux autorités de Guinée. C'était un grand monsieur. Vous savez, à l'époque, hein, c'était pas aussi évident. Maintenant, bon, les médias européens, comment on va dire ça, les mélomanes européens écoutent de la musique, passent de la musique africaine, mais c'était pas évident. Par exemple, moi, je me souviens qu'on avait fait une enquête et on avait demandé tout bêtement à des Français comment s'appelle un originaire du Cameroun. On a entendu toutes sortes de choses, notamment, moi, ce qui m'est resté, eh bien, un originaire du Cameroun, c'est un Camerounais. C'est des choses qu'on a entendues. Et des personnes comme les Mori Kanté ont fait sauter, comme Zita l'a dit dans son papier, les verrous. Et aujourd'hui, le sport africain, la musique africaine et beaucoup d'autres choses, la culture africaine, eh bien, marche très bien en Europe, en Occident. Nous allons continuer de rendre hommage à Mori Kanté avec ce morceau qui est devenu comme un hymne, un morceau traduit dans beaucoup de langues, qui a été repris dans beaucoup d'autres contrées que la Guinée et la France. Ce fameux Yeke Yeke, ce morceau qui collait à la peau de Mori Kanté. Encore merci à Mori Kanté pour l'œuvre accomplie. Zita, un petit mot sur Mori Kanté? Vraiment, repose en paix, le monument de la musique africaine. Et j'ai une petite anecdote sur cette chanson, c'est que la première fois que je l'écoute, c'était sur une chaîne française. Je ne l'avais jamais, vraiment, jamais écouté ici au Gabon. Et c'est aussi là où j'avais découvert que c'était un Guinéen. Je ne savais même pas de quelle nationalité il était. Voilà, grand artiste, Mori Kanté s'en est allé. Axel, un petit mot à l'endroit de Mori Kanté? Qui repose en paix en fait. Qui repose en paix. Vous avez écouté Yeke Yeke? Oui, quand j'étais enfant, mais je ne connaissais pas le nom du chanteur. Allô, c'est Carole qui est là? Allô? Ah oui, j'ai entendu, j'ai reconnu le timbre de votre voix. Bonjour Carole. Bonjour Georges. Oh, j'étais triste de ne pas vous avoir maintenant. Oh là là, je suis content de vous avoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Vous allez très bien. Moi, ça va très bien maintenant. Ça va même mieux maintenant que je vous entends. Alors, il paraît que vous avez eu beaucoup de difficultés parce que bien l'électricité, c'est pas la chose la plus courante des fois à Yaoundé. C'est quoi comme on dit au Gabon, c'est quoi c'est ça? Voilà. Je vous entends très bien. Ok, nous allons continuer le temps que les choses s'arrangent au niveau de Carole. Marisa est là. Marisa, dites-nous juste un petit mot à l'endroit de Mori Kanté. Oui, Yeke Yeke, comme on l'a dit dans l'élément de reportage, c'est un titre planétaire. C'est quelque chose, c'est une révélation qui a permis de connaître l'Afrique un peu partout dans le monde et réussir à nous classer parmi les plus grands hits. J'ai même appris que ça a terminé premier d'un hit américain. Donc voilà, ça a été une très belle œuvre et encore on remercie tous ces baobabs-là d'avoir ouvert les portes à la nouvelle génération qui aujourd'hui peut facilement se hisser et se glisser à des niveaux où il aurait été impossible d'arriver il y a encore quelques années avant que ces pionniers-là ne décomptent les choses. Bien. Donc voilà. Merci. C'est ça. Et après... Merci Marisa. En tout cas, vous avez utilisé un mot qu'il faut retenir concernant tous ceux qui sont partis ces derniers temps en plus. Ce sont des baobabs. Je retiens ce nom, des baobabs. Manu Dibango, Orlus Mabele, Mori Kanté et j'en passe. En tout cas, ce sont les baobabs africains. Et si vous suivez bien les programmes de la Belle Radio et Télévision, vous devez vous rendre compte que nous avons décidé de rendre hommage à ces grandes personnalités de la culture africaine. Restez donc connectés
rester au programme de Label Radio et Télévision. Et maintenant, voici un sujet qui fâche. Un sujet qui fâche. Les Noirs sont des fois traités comme des moins que rien. Ça, c'est dommage. Et des fois, c'est par la faute des Noirs nous-mêmes, j'allais dire. Mais il faut dire que les Noirs, ils subissent un peu trop, un peu partout. Le racisme, en Chine, en Amérique, en France, en Angleterre, il y en a trop et il y en a marre. Aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler parce que vous savez qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a toute une... comment on va dire ça, il y a des événements qui se produisent là-bas. La foule est en colère parce qu'un monsieur qui s'appelait George Floyd a été tué de la façon la plus lamentable possible. Et trop, c'est trop, nous dit Mireille Nzougou. Malgré la crise sanitaire due au coronavirus, les communautés noires restent marginalisées et victimes d'exclusion et de racisme dans certaines parties du monde. Bailey Monginga, une Congolaise de 47 ans qui vivait en Grande-Bretagne depuis 20 ans, est morte à Londres, en Angleterre, après qu'un homme lui ait craché dessus. Avant de poser l'acte, l'agresseur a affirmé avoir le coronavirus. C'était le 22 mars dernier. Elle est décédée le 5 avril, 14 jours après avoir été agressée. Selon une étude de l'Institut d'études fiscales, les patients d'origine noire africaine atteints de coronavirus en Angleterre et au Pays de Galles meurent à un taux plus de 3 fois supérieur à celui des Britanniques blancs. Les Chinois, qui sont sortis dernièrement du confinement, redoutent dangereusement une deuxième vague de la pandémie. Donc, ils s'en prennent aux Africains. George Floyd, 46 ans, père de 2 enfants, a été tué lundi dernier par la police après son arrestation violente. Un acte ayant tout d'une bavure policière qui a ravivé les plaies raciales aux États-Unis. La vidéo de la scène devenue virale suscite la colère dans tout le pays. Des manifestations ont viré à l'affrontement avec des policiers. Il y a des émeutes un peu partout pour dénoncer la mort de ce monsieur George Floyd. Et si vous avez bien suivi le sujet commenté par Mireille Nzougou, vous avez dû vous rendre compte qu'une dame, une originaire de RDC, est morte parce qu'un homme blanc est venu cracher sur elle, un homme blanc infecté par le coronavirus. Et ainsi de suite. Et nous avons appris aussi qu'en France, c'est vrai que chaque soir à 20h, eh bien, tout le monde se mettait, pendant la période du confinement, tout le monde se mettait à la fenêtre pour applaudir le personnel médical, mais il s'est trouvé des Noirs pour dire que le personnel médical n'était pas aussi blanc que les blouses qu'ils portent et que ce personnel médical s'était rendu coupable de tri des malades, et quand il y en avait trop, des fois c'était les Noirs qui étaient laissés pour compte. On a vu aussi en Chine comment les Africains se font bastonner, et trop, c'est trop, et il y en a marre, n'est-ce pas? Oui, exactement. Il y en a marre. Et c'est pour dire que la discrimination raciale, surtout envers les Noirs, moi je me dis, l'esclavage, tout ça, ça n'a jamais terminé. L'esclavage normalement est terminé. Normalement. Hein? Normalement. Oui. Mais il se fait aujourd'hui de façon déguisée, avec des actes comme ceux qu'on vient de décrire dans le papier. Comment un être humain, tu sais que tu es infecté d'une maladie qui tue des gens de façon exponentielle en ce moment. Tu viens, tu craches sur la pauvre dame qui a laissé une fillette, un mari, toute une famille derrière elle, tout simplement parce qu'elle est noire. Pourquoi? Pourtant, on a le même sang. Il y a juste la couleur de notre peau qui est différente. Qu'est-ce que le noir a pu bien faire à tous les autres peuples du monde? Moi, je ne comprends pas. Vraiment. Axel, voilà, c'est un ras-le-bol, il y en a marre et tout le monde est fâché. Les États-Unis, en plus des manifestations contre le confinement, eh bien, connaissent maintenant des émeutes parce que, eh bien, ce monsieur George Floyd a été tué de la façon la plus lamentable par la police, normalement, qui est chargée de protéger les citoyens. Axel? Et malheureusement, ce n'est pas la première fois. Je me souviens même avoir suivi un film où un homme mourait de la même manière. C'était une histoire vraie, plaqué au sol par la police.
jusqu'à ce qu'il a, je pense qu'il a étouffé ou un truc comme ça. Et en fait, les Noirs américains sont fatigués parce que apparemment, les Noirs, il y a des stéréotypes dans la société et les Noirs, ce sont les voyous, ce sont les drogués, qu'ils aient fait ou qu'ils n'aient rien fait du tout. Dès qu'il y a un problème, on les violente. Dès qu'il y a un problème, c'est eux les coupables, en fait. Et si on sort des États-Unis, on a vu en Chine comment les Noirs se font bastonner également, comment ils ont été stigmatisés dans la gestion du coronavirus. Exactement. J'ai aussi vu une vidéo où il y a une femme blanche et une femme noire qui veulent entrer dans un centre commercial et le Chinois dit que la femme noire ne peut pas entrer parce que c'est la race noire qui est la cause, en fait. Et vous, comment vous réagissez? Comment vous ressentez cela? Vous, Axel? Ah, forcément, je suis en colère. En colère? Oui, parce que c'est des morts injustes, c'est des comportements injustes. On nous apprend qu'il y a une loi qui sévit pour les criminels et qu'on ne peut pas violenter des innocents. En fait, on ne violente pas les gens sans raison. Et surtout pour leur couleur de peau, c'est terrible encore qu'au XXIe siècle, il y a ce genre de comportement. Marisa, devant ce que tout le monde entier aujourd'hui déplore, les Noirs sont massacrés un peu partout à travers le monde, hein, en Chine, en Angleterre, en France et maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pratiquement un lot quotidien. Marisa? Georges, comme tout le monde, je déplore cette situation et ça me révolte mais au plus haut point. Mais en fait, je n'ai même pas les mots pour décrire dans quel état émotionnel je me retrouve quand je vois ces abus quotidiens. Et dire que plusieurs années après l'abolition de l'esclavage, on reste toujours dans une sorte d'esclavage moderne où les consciences sont toujours les mêmes. Les consciences n'ont pas changé par rapport à tous les textes de loi ou par rapport au fait que tout le monde a été affranchi et mis sur le même pied d'égalité, parce que à travers tous ces actes, on se rend bien compte que la majorité des Occidentaux ont toujours, dans leur manière de penser ou dans leur manière de voir les choses, ils se sentent toujours supérieurs à la race noire. Mais maintenant, il n'y a pas que les Occidentaux, il y a aussi les Asiatiques qui s'y mettent, les Chinois notamment. Oui, je veux parler de l'ensemble en fait. Je veux parler de l'ensemble de tous les non-africains en fait. Et voilà, tous les non-africains, ils ont toujours tendance à se dire que l'Africain est toujours peut-être pas propriété aujourd'hui, mais est toujours une personne inférieure à ceux qui ont la peau blanche, aux Américains, aux Européens, aux Hispaniques, à tout le reste. Ils ont toujours tendance à penser que on est inférieur, mais moi je pense que pour que les choses changent, on devrait d'abord prendre conscience nous-mêmes, parce qu'on leur accorde un peu trop d'importance. Oui, les Africains. Je suis heureuse de voir que... Nous devons prendre conscience de quoi? Nous devons prendre conscience du fait que nous devons nous battre. Ok, on a vécu la colonisation, ok, on a vécu l'esclavage, ok, mais aujourd'hui, nous devons partir sous de nouveaux principes pour imposer le respect, parce que c'est pas en demandant aux gens de nous accorder du respect qu'ils vont nous respecter. Les choses ne se sont jamais... Comment imposer le respect? Comment imposer le respect? Déjà, il y a plusieurs grands leaders africains qui ont essayé de le faire et je suis triste que leurs vies ont été épouvantées et que toutes les personnes qui ont essayé d'aller dans cette même directive-là, il y a eu des moyens de les stopper, de stopper leur trajectoire. Donc, je veux parler par là des États-Unis d'Afrique. Donc, que les Africains apprennent à être unis, parce que notre véritable problème, c'est qu'on n'est pas unis entre nous. L'Afrique est tout le temps là à aller demander de l'aide ailleurs, et tout le temps là à aller demander des quelconques aides, des aides alimentaires, des aides économiques, des aides d'études et de tout le reste ailleurs. Alors qu'en Afrique, aujourd'hui, c'est près d'une cinquantaine de pays avec des ressources. C'est presque normal qu'on nous prenne pour des êtres inférieurs. C'est presque normal. Voilà, puisqu'on passe notre temps à mendier. Bon, on passe notre temps à mendier. Marisa, je vous stoppe. Hein, excusez-moi, je vous stoppe. On n'a pas eu Carole aujourd'hui. Juste quelques secondes. Bon, maintenant, je crois qu'on peut la retrouver. Carole, bonjour.
Bonjour Georges. Ah, ok, ça fait du bien. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes. Hein. On a parlé de la sécurité routière. À Yaoundé comme à Douala, les deux plus grandes villes, c'est un vrai fléau. Maintenant, nous parlons de la façon dont les Noirs subissent des maltraitances un peu partout à travers le monde. En Chine, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Quel est votre sentiment? Quel est votre avis sur la question? Votre commentaire? C'est dommage que cela se passe parce que nous ne sommes plus dans l'ère de l'esclavage, la traite négrière, etc. Que de telles choses se passent au lendemain de l'adoption par presque tous les pays du monde de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on en soit encore avoir une race qui maltraite une autre race après la traite négrière, l'abolition de la traite négrière. C'est quand même dommage qu'en 2020, au 21e siècle, que nous voyons encore ce genre de choses. Marisa tout à l'heure disait qu'il faut que nous nous fassions respecter et ça commence par arrêter de tendre la main. Qu'est-ce que vous en dites? Mais bien sûr, Paul Kagame au Rwanda n'est pas en train de n'en est pas mort. C'est-à-dire, il a dit non et il n'en est pas mort. Il a eu plusieurs soutiens, des gens qui le soutenaient, le fait de changer la langue officielle du pays, de ne plus vouloir, par exemple, au Zimbabwe, les Zimbabwe qui ne voulaient plus utiliser certains, ne voulaient plus être commandés par la Grande-Bretagne, etc. Ces pays, ces présidents n'en sont pas morts. Nous avions des héros que nous célébrons encore aujourd'hui, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, etc. Et récemment encore le colonel Kadhafi de la Libye. Des personnes qui luttaient pour l'indépendance de l'Afrique, mais voyez ce qui s'est passé. Lorsque au Congo. Vous causez avec... Allô? Allô, j'ajoutais juste sur votre liste Lumumba au Congo. Voilà. Donc, vous voyez ces héros africains qui sont célébrés par la population africaine, mais qui ne sont pas célébrés par les chefs de gouvernement, les chefs d'État africains. Donc, vous n'avez pas dans tous les pays d'Afrique appelées des rues baptisées Lumumba, des rues baptisées Kwame Nkrumah ou alors Thomas Sankara. On n'en a pas dans tous les pays d'Afrique. Donc il faut que le noir, qu'importe le lieu d'habitation, parce que vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça ne veut pas dire que les Noirs, c'est les Noirs d'Afrique seulement qui se passent. Donc il faut que le noir, la race noire, que les Noirs se prennent en charge, qu'ils arrêtent de pleurer. Je me rappelle un peu d'une citation de ce qu'elle déclarait une fois Condoleezza Rice, l'ex-secrétaire d'État américaine à la Défense, Condoleezza Rice, qui disait, quand on lui demandait si elle ne se sent pas un peu oppressée dans un gouvernement de blancs autant de Bush, elle disait, si les Noirs continuent de se victimiser, de penser, de se minimiser, de penser qu'ils ne sont pas assez honorables pour lever la tête, eh bien, le Noir continuera à être piétiné par les autres races de la terre. Donc, il faut un peu qu'on arrête de se considérer déjà comme des négros, qu'on soit fiers de notre race, que les gouvernants accompagnent leur population, parce que vous voyez très bien qu'en Afrique, il y a une telle scission entre le gouvernement et les populations que ce gouvernement-là dirige. Pourtant, il y a une division. Le peuple n'est pas toujours en accord avec ces gouvernants. Les gouvernants, eux, pourtant, on a eu ce Black Power. En train de négocier des contrats avec les autres. Les pays du Sud, on a eu ce Black Power. Du Grand Nord. On a eu I'm Black and Proud, chanté par des artistes noirs. C'était même des mouvements un peu partout. Cela veut dire que le racisme, il a aussi la peau dure, mais en même temps, il est favorisé par les faiblesses, des fois, constatées au niveau des Africains. Il nous reste juste quelques minutes, le temps de vous proposer de la musique pour marquer le coup, avec un garçon qui s'appelle Lord Ekoni Ndong. C'est un
chrétien gabonais, autobiographie d'un soldat sans armes. Et puis après, je refais le tour pour qu'on puisse boucler cette émission. En tout cas, merci à vous de rester toujours en notre compagnie. Nous poursuivons ce programme avec Lord Ekoni maintenant. This one is produced by Lord Ekomindo. Yeah. 1990, inspiré par les disques de mon classique Yannick, j'écris mes premiers lyrics. Dites à Chuck D qu'il a un gosse en Afrique. Public Enemy, venez chercher votre fils. Marcus Garvey, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Lumumba, Jerry Rawlings. L'éducation du petit est sauvée par la musique, et ça on l'entend vite dès les premiers titres. Assiste aux prémices d'un artiste, adolescent pisse en 4ème M6, lyriciste depuis le parti unique, petit-fils de prisonnier politique. La quinzaine à peine, on crée mauvaise haleine, la vérité gêne, ce sera mon emblème. Rime plein le crâne, mon art sera mon arme, appelle-moi Public Enemy #1. Je me suis retrouvé face à face avec ma plume à matin du mois de mars. Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Merci beaucoup, c'était plutôt Lord Ekomi, jeune artiste gabonais qui met le doigt là où ça fait mal, le doigt sur les plaies. Voilà, cette émission est en train de s'achever. Permettez-nous de faire un dernier tour pour pouvoir la boucler de la meilleure façon possible. Commençons par Zita. Comme pour dire que, chers Africains, restons debout, arrêtons toujours de gratter la tête et tourner vers ces Européens-là qui nous prennent pour des moins que rien. Et il faut regarder droit devant nous. Exactement. Et puis se débattre et même se battre. Voilà. Bien. Black Power. Merci beaucoup. Axel? Oui? Axel, nous bouclons cette émission. Le mot de la fin, un vœu, une dédicace, une pensée pour quelqu'un? Une pensée à tous les gouvernements africains. Je pense que tous les sujets que nous avons soulevés aujourd'hui parlaient en fait, voilà, les interpellent en fait sur la manière, la gestion du pays et le regard des autres en fait à notre rencontre. J'espère qu'en fait cette émission ne sera pas en vain et que les choses vont bouger en fait. Merci bien. On va avoir l'occasion de revenir sur ce sujet. C'est un sujet trop important. Marisa? Alors oui, Georges. Oui, oui, Georges. Oui. Moi, je vais être un peu plus long que mes consoeurs parce que quand on parlait de... Il reste plus beaucoup de temps. Hein? Il reste plus beaucoup de temps, Marisa. Oui. Quand on parlait de la sécurité routière, il y a des idées qui me sont venues après. Donc, notamment pour limiter la conduite en état d'ivresse, je pense que les gouvernements pourraient mettre des agents de force de l'ordre devant chaque institution, institut. On va faire vite, Marisa. Oui. Bon, je vais donc dire au revoir et garder mes idées pour moi, genre. On se retrouvera. Alors, si vous voulez, on remet le couvert, on remet ce sujet dans l'une de nos prochaines émissions. En tout cas, je voudrais vous souhaiter un très bon week-end et vous dire merci, Marisa. Un gros bisou. D'accord, bon week-end. OK. Carole? Oui, Georges. Ça continue de monter au niveau du coronavirus à Yaoundé, au Cameroun? Oui, Georges. On a atteint quel chiffre? C'est malheureux, le Cameroun est à 5500 cas de coronavirus déclarés déjà. OK, sans commentaire. Alors, en boucle, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fête de Pentecôte et j'espère que la semaine prochaine, les dieux de la technique seront avec nous et on vous aura en images et en son et le plus rapidement possible dans cette émission. Merci encore. Merci à vous aussi qui êtes restés en notre compagnie pour suivre cette émission. N'oubliez pas que vous devez toujours avoir la possibilité de pouvoir participer, à cette émission. Les prochaines fois, nous allons vous ouvrir encore les vannes et avoir votre avis. Merci à tout le monde. Très bon week-end et encore une fois, portez-vous très bien. Au revoir.